Bien, pour cette dernière partie de la journée, donc j'ai le plaisir de vous présenter Peter Stokes, dont les travaux sur les écritures anglaises, anglo-saxonnes du Moyen-Âge, en particulier du XIe siècle, sont connus en particulier en raison des développements techniques auxquels ils ont donné lieu, puisque Peter Stokes est l'homme qui a créé Digipal, qui est maintenant bien connu dans le monde des paléographes. Qui est donc un système numérique d'analyse et de représentation des données paléographiques, qui a beaucoup essaimé depuis qu'il l'a appliqué à son propre domaine, puisque maintenant il y a toutes sortes d'autres projets sur des domaines et des écritures et des époques très variées, et même au-delà de l'écriture, des projets d'histoire de l'art, qui s'appuient sur cette infrastructure. Et par la même occasion, il a beaucoup réfléchi à tout ce qui concerne les grilles d'analyse et la nomenclature des éléments de l'écriture. Et donc cette compétence dans la paléographie numérique, comme on l'appelle maintenant, a justifié que nous l'élisions à l'École pratique des hautes études tout récemment pour une nouvelle chaire d'humanité numérique, où il commencera donc son enseignement à la rentrée prochaine. Et donc ceux d'entre vous qui le souhaitent pourront le voir toutes les semaines à l'École pratique des hautes études sur ce genre de sujet. Et aujourd'hui, donc, il va nous parler donc, précisément du domaine de la minuscule anglo-saxonne dans ses rapports avec d'autres formes d'écriture d'origine continentale, disons, donc l'interférence entre les écritures propres aux îles britanniques et les écritures importées depuis le continent, et tout cela donc au XIe siècle. Merci. Comme ça. Merci d'avoir m'invité. Je m'excuse à l'avance des erreurs linguistiques que j'ai fait faire sans aucun doute, mais j'espère que tout le monde peut me comprendre au moins. Sinon, dites-moi, je peux essayer. Et je vais parler aujourd'hui de la polygraphisme relatif selon Petrucci, c'est-à-dire les différentes écritures pour le même alphabet, le même système d'écriture en quelque sens, même si la langue est différente en ce cas. Nous avons parlé tout à l'heure des épreuves dans l'écriture, et une question qui m'intéresse beaucoup est comment on peut avoir montré les épreuves de demande des écritures différentes, des alphabets différents, parce que quand quelqu'un écrit avec les styles, les peines, etc., différents, c'est très, très difficile de trouver une manière de faire la comparaison entre les formes. Donc, j'ai essayé de trouver quelque façon numérique avec le logiciel utile pour faire cette comparaison, que je parlerai un petit peu. Je pense que j'ai une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça, pour plus ou moins. Je pourrais aussi faire une démonstration de logiciel s'il y a des temps après. C'est pour ça que j'utilise mon ordinateur. Bon, pour la paléographie anglaise du XIe siècle, je donne tout d'abord un petit résumé du système insulaire, par exemple. Est-ce que les scribes d'Irlande et des îles britanniques, ils utilisaient leur propre système d'écriture, le système d'écriture insulaire, Insular Script System, on dit en anglais. Il y était des niveaux d'écriture différents, des écritures, le half uncial, le demi-uncial, le plus cursif, comme ceci. Mais ce système il était utilisé par les Irlandais, les Anglo-Saxons, les pays de Galles, etc. Mais dès la deuxième moitié du IXe siècle, avec les attaques de Vikings, de Danois en Angleterre, ils ont commencé de diverger des écritures, des styles d'écriture. Donc, on a un style anglais, un style anglo-saxon, dès la deuxième moitié, plus ou moins, du IXe siècle. Donc, en Angleterre, environ 1960, plus ou moins, ce style anglais devient le style carré, le English Anglo-Saxon Square minuscule, on dit.
Mais les réformateurs bénédictins, ils introduisaient la minuscule caroline dès les années 1960. Et dès les années 1990, les scribes utilisaient la minuscule caroline pour écrire en latin. Ils utilisaient aussi la minuscule indigène, la minuscule anglo-saxon pour écrire en anglais. Donc le même scribe, il écrivait avec les écritures différentes selon la langue. Évidemment, il y a l'interférence, l'interaction entre les écritures et en même temps l'écriture indigène, l'écriture vernaculaire, peut-être quand c'est échangé. Au début, la minuscule vernaculaire était éloignée, les ampéléastes étaient beaucoup plus loin, les formes sont éloignées. Et après, on commence à voir l'influence de la caroline en plusieurs étapes. Moi, j'ai dit English vernacular minuscule, on peut discuter de questions de terminologie. On voit parfois ce insular minuscule encore. Mais pour moi, insular minuscule, c'est pas juste parce que, comme je viens de dire, en Irlande, en Pays de Galles, etc., l'écriture était différente. Donc moi, je dirais English ou anglo-saxon peut-être vernacular parce qu'il était utilisé pour l'anglais, le vernaculaire, et minuscule évidemment parce que c'est minuscule. Donc les différences entre la caroline minuscule, la minuscule caroline et la minuscule vernaculaire, on prend un exemple comme ceci, de deuxième moitié du Xe siècle. On peut voir un manuscrit, un texte bilingue, en latin et anglais. En fait, c'est la règle bénédictine. On peut voir, par exemple, la forme de A différent. Le caroline est un peu plus arrondi pour le vernaculaire. Il y a des lettres avec le allographe, les formes de lettres différentes. Les styles, c'est plus ou moins le même. Les traces, les formes du pied, de haste, de hampe, etc. sont plus ou moins les mêmes, mais les formes, l'allographe sont visiblement différents selon la langue. Donc, le D, aussi le G, c'est la forme caroline, plus ou moins, pour le latin. Et cette forme ici, pour le vernaculaire. Peut-être vous connaissez que la lettre yog dans l'anglais moyen, ça devient de cette forme, cette forme vernaculaire insulaire d'origine, les écritures. Les H aussi, un peu plus petit la différence, mais on peut voir le pied ici. J'imagine ceci, voilà. Comme ça, pour le H en caroline, c'est plutôt comme ça. On peut voir des autres exemples. Et encore le R, comme ça, pour les carolines, plus ou moins comme nous écrivons aujourd'hui, mais une forme insulaire d'origine, une forme vernaculaire, comme ça. C'est très bien fait, change toujours le S, encore comme ça, pour le vernaculaire, peut-être comme ça, ou un peu plus haut, plus éloigné, comme ceci. Le F, je n'ai pas trouvé dans le latin, mais le F vernaculaire, c'est plus ou moins comme le S et le R, et en latin, c'est plus ou moins comme le S ici, mais avec un long trace, comme ça. Donc il y a visiblement le même scribe qui utilisait les allographes différents ici selon la langue. Et comme vous pouvez imaginer, vous commencez d'avoir des références entre les écritures différentes. Parce que cette question que Judith vient de dire de connaissance, d'apprentissage, d'influence, des traces et des formes. Donc, les étapes de la minuscule vernaculaire, moi je dirais qu'il y a la minuscule carrée, le English square, Anglo-Saxon square minuscule du Xe siècle, de première moitié, qu'ils utilisaient pour le latin et pour l'anglais en même temps, c'est la même écriture.
mais dès le début du XIe siècle, la fin du Xe siècle, c'était une écriture plus haute, plus éloignée. Moi, je pense peut-être c'est l'influence de Chartres, ou sinon de glosses, de notes ajoutées de manuscrits. J'en parlerai bientôt. Après, au moyen du XIe siècle, il devient plus arrondi. C'est assez évident, je pense, que c'est l'influence de la Caroline. De Caroline anglaise, de Caroline anglo-saxonne, il était très, très arrondi. Et après la conquête normande, il devient plus pointu. C'est le début de proto-gothique, le début d'origine de l'écriture gothique. Bon, pour la minuscule éloignée, c'est un échantillon ici. On peut voir les ampéléastes encore très élongés, très fines. Les traces sont très fines, les formes sont plus ou moins vite. Je pense que ce n'est pas très formel, pas très haut niveau, mais quand même c'est bien fait et bien séparé. Il y a cette forme très distinctive, je pense, très, très, très drôle peut-être. C'est pas du tout comme on écrivait en latin pour cette période. Je viens de dire que peut-être il vient de Chartres, des Chartres anglo-saxons. Il était écrit comme ça. Cet exemple, c'est c'est moyen du Xe siècle. Et les Chartres anglo-saxons, il était bilingue, dans le sens que le texte était en latin, mais il était aussi le texte en anglais qui décrivait le lieu. On suit le fleuve jusqu'à l'arbre grand, on tourne au nord pour suivre la rue, etc. Ça, c'était écrit en anglais ici, et visiblement, le fond d'écriture ici, on peut zoomer un peu. Les lettres, les allographes ici sont les mêmes. Donc, il y a le forme de A, du A ici, de R. Comme ça, c'est les R insulaires, les R vernaculaires, mais c'était utilisé dans le latin parce que si c'est le minuscule carré, le square minuscule, avec les S comme ça. Donc, les allographes sont les mêmes, mais les proportions, les ampléastes sont tellement différents. Pourquoi? C'est une bonne question. Je ne sais pas complètement. Peut-être c'est pour distinguer les langues, j'imagine, pour changer les langues. Aussi peut-être parce que les glosses sont écrites comme ça, peut-être pour écrire une écriture plus petite, c'est plus facile de lire comme ça, c'est difficile de dire, mais pour les chartes, ils étaient écrits comme ça. Donc au début du XIe siècle encore, peut-être cette forme-ci, cette écriture ici, il était influencé, il prend les proportions, les éloignements du charte forme ici, parce que le modèle d'écriture en anglais de cette période était the boundary clauses, on dit en anglais. Peut-être, mais c'est encore difficile à dire. Bon, mais au début du XIe siècle, pardon, je passe ici, c'est un autre échantillon, un autre exemple d'écriture vernaculaire au début, plus ou moins du XIe siècle. C'est plus ou moins 1020 peut-être. Il y a encore les ampéléastes comme ça, mais les cours de lettres, les formes de lettres ici sont plus arrondies, je dirais. Ça, c'est un peu plus proche aux formes de latin qu'on voit, parce qu'au moyen du XIe siècle, la minuscule vernaculaire était vraiment plus arrondie, les formes sont presque cercles, et les ampéléastes sont un peu plus normaux,
moins élongé. Et si on prend l'écriture latine, le typique, le textbook, le forme classique de Caroline anglo-saxonne du Xe siècle, on peut voir encore les formes arrondies comme ça. Donc, je pense que quand les scribes écrivaient dans le latin et l'anglais en même temps, les deux sont approchés un peu, ils sont plus proches, avec les proportions, l'arrondissement, etc. OK, mais on peut penser des questions de la méthodologie et des épreuves encore, et comment est-ce que l'échange, quand ils ont commencé, comment sont les influences. On peut dire, je pense, de deux formes d'influence différentes. Le plus facile peut-être l'influence allographique, on peut dire, c'est-à-dire quand on écrit, par exemple, un texte comme celle-ci, en anglais, mais avec les mots en latin. En principe, ils doivent changer, ils doivent utiliser le R en latin, en caroline, et en anglais, le R vernaculaire. Mais visiblement, parfois, ils ont utilisé l'autre forme. C'est assez évident quand on change entre les langues, entre l'écriture. Il est très difficile de séparer les formes. Il l'a fait assez bien ici, mais il y a des exemples comme il fait un mélange entre les écritures parce que c'est très difficile, je pense. Plutôt pour les grammaires latines écrites en anglais, il y a toujours les mots en anglais, en latin, et on change les langues toujours. Donc, en principe, il faut changer les allographes aussi. Des autres exemples ici. Ceci, il est écrit en anglais. Il utilisait la forme vernaculaire même pour le texte, plus ou moins le texte en latin. Ici, ils ont utilisé le S, Caroline, mais le G, le A, le H, G encore, ils sont tous les formes vernaculaires. Je me demande encore les questions de l'apprentissage. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être il a appris d'écrire en anglais et puis en latin, peut-être. Peut-être parce qu'il écrit plutôt en anglais pour ce texte, donc il a utilisé la forme. Il est habitué d'écrire avec les allographes vernaculaires plutôt que celui de Caroline. C'est encore difficile à dire. On peut dire qu'ils commencent d'utiliser de plus en plus la forme caroline pour l'écriture vernaculaire. Donc ici, en principe, cet manuscrit est daté au moyen XIe siècle. Je commence à penser peut-être c'est un peu plus tard, parce qu'il utilise toujours le A caroline pour l'écriture anglais vernaculaire. Et ça continue jusqu'au IIe siècle encore. Il utilise la forme caroline de plus en plus. Il commence avec le A. Après, ici aussi, on a le H caroline. Et les autres lettres sont le S, le A, etc. Donc, il y a toujours ce rapprochement entre la caroline, minuscule caroline et la minuscule vernaculaire. OK, mais je reviens aussi encore de cette question de preuve, de logiciels, des outils numériques, comment on peut faire une analyse un peu plus profonde pour ces questions de forme, des allographes et de différents stylistiques. Comme Marc a dit, j'ai créé moi, mon équipe, King's College de Londres, nous avons créé cette base de données pour les écritures différentes. Nous avons l'utilisé pour l'hébreu, pour le latin, l'anglais et plusieurs autres. Et ce site ici, ce site Digipal, il est disponible maintenant. C'est pour l'écriture vernaculaire d'Angleterre du XIe siècle. On peut l'interroger pour trouver les formes, par exemple, toutes les formes de A caroline utilisées pour
contexte vernaculaire pour voir les dates, les scribes, combien de fois ils arrivent, etc. Mais comme ça, c'est difficile de comprendre. Donc, j'ai essayé de faire des visualisations de manière de communiquer les formes et les dates, etc. C'est difficile, mais j'ai essayé avec quelque chose comme ça. Donc, chaque ligne ici, il montre à main un échantillon d'écriture. Et le problème est que la datation des écritures, c'est très difficile. Donc, j'ai mis ce fond comme ça pour indiquer plus ou moins cet échantillon a été écrit plus ou moins de 1000 ans, de deuxième cadre, de moyenne, etc. Donc, ça donne un sens général de la datation des échantillons avec le A caroline dans la minuscule vernaculaire. Et on peut voir que plus ou moins dans la deuxième moitié du XIe siècle, il l'utilisait de plus en plus, c'est vrai. C'est vrai aussi qu'il l'utilisait assez dans la première moitié. Donc peut-être le manuel de la paléographie anglaise, il faut les changer un petit peu parce qu'ils disent qu'il n'y a que la fin du XIe siècle qu'ils les utilisaient. Donc c'est ça, c'est les lignes ici, ça c'est le 1000 ans, 1900 ans, 1100 pour donner un sens. On peut faire une comparaison entre le A caroline et le A vernaculaire, comme ici. C'est pas si différent, je dirais, avec la datation. Peut-être un peu plus souvent dans la deuxième moitié, mais c'est pas très évident. Il y a toujours cette question de big data, comme on dit, de distant reading, de données pour contrôler ce qu'ils disent dans le manuel de la paléographie. C'est un peu plus compliqué peut-être en pratique. Autre exemple, j'ai parlé d'influence allographique, mais on peut parler aussi d'influence stylistique, comme Judith et les autres. Comme ceci, par exemple, c'est un cartoulier du XIe siècle encore. Il y a toujours cette forme-ci, mais aussi pour le latin. Donc, les allographes sont différents, le R, le A, etc. Mais les éléments de style, j'utilise le terme de Malcolm Parks, the style, elements of style, ils sont vraiment de vernaculaire utilisés pour le latin. Je dis vernaculaire, mais il y a aussi les chartes impériales de pape, etc., qui sont très très proches, je dirais, dans le style Elements of Style encore, la forme. Donc, peut-être ils ont utilisé le forme des chartes, mais c'est pas évident, je pense. Je pense encore ce que Judith vient de dire par rapport à l'apprentissage. Est-ce que cette tribu ici n'est pas, on pense qu'il est anglo-saxon, donc comment écrire comme ça son apprentissage à Cologne? Je ne sais pas, c'est pas évident, je dirais. On peut trouver des autres allographes comme ceci qui ressemblent encore les formes des chartes, mais ils sont utilisés pour le vernaculaire encore, pas pour le latin. Il me semble un peu étrange. Comme ceci, par exemple, le S bouclé comme ça, pour une glose en anglais. C'est pas du tout évident pourquoi on utilise un allographe dans les chartes pour les glosses en anglais. C'est une question, je ne sais pas. Les éléments de style encore, on peut voir ici les formes arrondies encore, avec les empléas éloignés encore. Mais ici, les scribes, ils utilisaient les formes différentes pour l'anglais et pour le latin.
Donc, il n'y a que les allographes carolines, mais aussi les éléments du style vernaculaire, peut-être caroline. Donc, c'est plus compliqué. Mais cette scribe ici, Yadvi Vassan, il était très, très bien. Il suit, peut-être il a créé toutes les règles palégraphiques. Il a distingué très clairement entre le latin et l'anglais. Donc, on peut poser des questions pour faire des comparaisons, parce que quand on fait des comparaisons entre le vernaculaire et le caroline, on peut demander, par exemple, les questions du prestige du latin et de l'anglais, parce que le manuel palégraphique, il dit encore que on pense que le prestige du latin est peut-être plus fort que le prestige de l'anglais. Mais dans ce cas, comment peut-on faire une comparaison entre les écritures différentes si les textes sont différents? Et quelle signification ont ces différences entre les écritures? Peut-être d'utiliser les allographes différents veut dire quelque chose, les éléments de style, quelque chose d'autre. C'est difficile encore. Et encore, la question d'apprentissage. J'imagine que d'utiliser les allographes différents, c'est assez facile, sans apprentissage particulier. Peut-être pour les éléments de style, c'est plus important. Mais c'est encore difficile de dire. Parfois, c'est très évident, comme l'exemple ici, c'est le IIe siècle. Pour moi, c'est très clair que cette scribe, il connaît très bien d'écrire en latin, mais pas du tout en anglais. J'imagine qu'il était un scribe normand, un scribe français. Donc, pour écrire en anglais, il a utilisé les formes, les allographes justes, mais pour moi, c'était pas facile pour lui de décrire comme ça. Donc, pour moi, c'est assez évident ici qu'il a commencé d'écrire en latin et de temps en temps, il a écrit en anglais. Mais pour le scribe anglo-saxon, c'est pas du tout si évident. C'est pas évident s'ils ont commencé avec le latin ou l'anglais, le vernaculaire. J'ai essayé aussi de faire des comparaisons entre les formes par le même scribe. Par exemple ici, ça c'est l'Odyssée digipel encore. On peut prendre les formes, les images des lettres et les mettre aux mêmes tailles et faire des comparaisons entre eux. Par exemple ici, le B en latin, le B en vernaculaire, les différences sont assez évidentes, mais les corps sont presque les mêmes. Et même ici, je ne peux pas dire, je sais que celui-ci c'est de latin et c'est d'anglais, mais ils sont vraiment les mêmes. Dans ce cas, peut-on dire vraiment que l'écriture en latin avait un prestige plus haut qu'en vernaculaire? Je ne pense pas. Donc ça, c'est une autre question. C'est plus ou moins le même avec les L, les autres lettres. Donc c'est received du, comme on dit, c'est pas forcément si évident, je pense. On peut faire une chose similaire avec le amp. Ceux-ci, ils sont tournés à gauche quand il écrivait en anglais, mais en latin, ils sont droites et avec un petit pied. Et on peut voir la même chose des ampes tournées à gauche dans le vernaculaire. C'est une chose plus souvent dans le deuxième moitié, pardon. Et le fond de S avec pied, c'est presque jamais utilisé. Mais pour le P, c'est l'inverse, de l'autre côté. C'est toujours avec le pied, et pas souvent avec l'ampe tournée à gauche. Pourquoi? Parce que je pense qu'en latin, P et Q, ils sont les seules lettres qui ont le ampe. Mais en vernaculaire, il y a des autres lettres comme S, F, etc. Donc, quand les scribes écrivaient le S, le R en vernaculaire, ils ont tourné les ampes.
Et quand ils ont écrit le P, même en anglais, ils ont utilisé la forme de Caroline, dans quelque sens, la forme droite avec le pied. Pour finir, on peut faire une comparaison des traces, des formes encore. Ça, c'est une petite vidéo pour dire, par exemple, c'est une autre forme de polygraphisme, peut-être le minuscule et le majuscule. C'est encore difficile de faire les comparaisons, mais on peut, avec le logiciel, comme ceci, on peut voir que les traces sont très très proches. C'est, je pense, très évident qu'ils sont décrits par le même scribe. C'est encore cette question de preuve, au moins de montrer les arguments. Donc avec le logiciel assez simple comme ceci, c'est assez facile de faire ça. C'est la même chose ici. Et encore, c'est un autre exemple. Pardon. J'ai perdu mon... Voilà. Ici, les elements of style encore, on peut faire comparaison entre le triangule et la forme ici, pour voir qu'ils sont tellement proches. Et le pied aussi. Donc, même si les allographes sont différents, même s'ils sont minuscules ou majuscules, on peut faire cette comparaison quand même. Pour cet exemple avec la même trace, la même forme, c'est plus facile. Visiblement, pour le grec et l'hébreu, c'est beaucoup plus difficile, je dirais. Donc, c'est proof of concept, on dit, pour faire la comparaison entre les écritures différentes. Et les principes en anglais, les scribes anglo-saxons du XIe siècle. Nous avons un corpus assez grand pour faire les comparaisons comme ceci. Quand parfois on connaît les scribes, on peut être sûr que c'est le même scribe. Donc on peut commencer à créer une méthode de comparaison comme ceci. Il y a beaucoup de faire encore, sans aucun doute. Certains de vous ont vu encore, vu déjà questions comme ceci. Parce que quand on crée une base de données d'écriture, c'est assez facile pour une écriture, un alphabet. Mais quand on commence à voir le polygraphisme, il devient beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Parce que nous sommes comme ceci, je veux le mettre dans ma base de données. Bon, c'est la lettre M, non, c'est évident, c'est pas si difficile. Mais non, en fait, c'est le M tourné utilisé comme plus ou moins le sigma, utilisé comme plus ou moins le E. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je fais pour mon base de données? C'est pas évident encore. Il y a beaucoup d'exemples comme si l'ambiguïté devient beaucoup plus grande, beaucoup plus difficile. Multiforme, multivalue. On peut continuer, etc., etc. Donc, les questions méthodologiques de polygraphisme, moi, je pense qu'ils sont très difficiles, très intéressants, mais peut-être les fondations de la polygraphie, il faut changer un peu, peut-être pour le polygraphisme, je pense au moins. Mais j'ai utilisé beaucoup plus de temps, donc je vous remercie.